bienvenue à ce nouveau club de l'économie du 1er février 2023. Alors vous le savez, nous allons beaucoup parler logement, habitat aujourd'hui, avec une grande question qui est celle du chantier de la rénovation énergétique des logements, qu'on a appelé chantier du siècle, hein, et on verra pourquoi. Nous aurons donc le plaisir ce matin de discuter avec Benoît Bazin, PDG de Saint-Gobain, ainsi qu'avec Emmanuelle Cos, ancienne ministre du Logement et présidente de l'Union sociale pour l'habitat, et puis Valérie Flicoteau, vice-présidente de l'Ordre des architectes. Alors je vous propose qu'on passe déjà une petite demi-heure actuellement avec Benoît Bazin pour parler de sujets plus industriels concernant l'entreprise. Et ensuite, l'heure suivante sera consacrée à ce grand débat. Alors, depuis 2021, vous présidez donc aux destinées d'une entreprise tricentenaire, un monument français fondé par Colbert, enfin sous Colbert en tout cas. Et pour y parvenir, bien, vous avez suivi alors alterner ainsi la finesse et la dureté. Ah, petit problème de micro. Ah, voilà. Alterner ainsi la finesse et la dureté, c'est sûrement très utile à un chef d'entreprise face aux défis qui se présentent. Même si finalement la période est un peu ambivalente pour Saint-Gobain, puisque d'un côté, elle est très intéressante, puisque le grand chantier dont nous allons parler de la rénovation des bâtiments pour quelqu'un qui fabrique du matériau d'isolation, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. On comprend bien que vous militiez pour un plan Marshall de la rénovation, parce qu'effectivement, ça risque de bien faire tourner vos usines. Mais d'un autre côté, vous êtes quand même un industriel de ce qu'on appelle l'industrie lourde, donc gros consommateur d'énergie, gros émetteur de carbone. Et vous avez donc aussi, d'un autre côté, un chantier d'adaptation qui est extrêmement important dans votre domaine. Alors, on va parler de tout ça, mais j'aimerais qu'on fasse un petit point un peu conjoncturel avant de rentrer dans la prospective des prochaines années. Et concernant 3 points qui sont extrêmement discutés aujourd'hui, la question de l'inflation, la question de la crise énergétique et puis évidemment celle de la compétitivité industrielle de l'Europe et comment Saint-Gobain s'insère dans ces 3 grandes problématiques. Alors, l'INSEE a publié hier des chiffres d'inflation qui montrent qu'elle continue à augmenter en France. Elle diminue un peu partout ailleurs en Europe. Elle a été montée plus haut. Et en France, elle est maintenant à 6%. Donc, expliquez-nous peut-être comment vous vivez cette situation et est-ce que vous voyez arriver la fin de cette hausse continuelle des prix ? Alors c'est effectivement un sujet très important qu'on vit depuis 18 mois finalement, depuis l'été 2021, l'accélération de la sortie du Covid, les difficultés de chaîne d'approvisionnement qui ont contribué un petit peu à l'inflation, et puis l'explosion du coût de l'énergie, parce que quand même beaucoup de notre inflation, elle est directement ou indirectement liée à l'énergie. Alors, un ordre de grandeur, pour Saint-Gobain, sur 18 mois, c'est 5 milliards d'euros d'inflation, énergie et matières premières. Finalement, 2 milliards en 2021, essentiellement sur le deuxième semestre. De surcoût. Et puis 3 milliards en 2022 par rapport à 2021. Donc ça, c'est les 18 derniers mois. La bonne nouvelle, c'est que je pense que la marge d'escalier, même si on va continuer à avoir de l'inflation en 2023, la marge d'escalier sera plus faible que ce qu'on a vécu au cours des 2 dernières années. Donc oui, il continue à y avoir de l'inflation, notamment encore sur l'énergie. Il ne faut pas se leurrer que les coûts moyens des industriels il y a 1 an, il y a 2 ans, ils sont plus faibles que ce qu'on va avoir en 2023. Si je prends le coût de l'électricité en France, il est nettement plus élevé que ce qu'on avait il y a 1 an ou il y a 2 ans. Mais la marge d'escalier sera plus faible. Donc on voit quand même dans plusieurs pays qu'on n'est probablement pas loin
de l'asymptote. Paradoxalement, la France, qui avait moins d'inflation l'année dernière, en aura peut-être en relatif un petit peu plus, parce que le bouclier tarifaire a modéré l'inflation en France, et notamment l'inflation énergétique. Donc comme le bouclier tarifaire il va monter d'un cran, de fait, il y a un cran technique en France que d'autres pays n'avaient pas. Mais je pense qu'on n'est quand même pas très loin forcément de l'asymptote de l'inflation. Alors ensuite, l'inflation, c'est pas mauvais si on est sur de l'inflation à 2 ou 3%. Ce qui n'est pas bon, c'est d'avoir l'inflation à 5, 6 ou 10, comme on le voit dans certains pays. Le plus dramatique, j'allais dire, dans l'ex-Europe, c'est le Royaume-Uni, qui paye d'une certaine façon les conséquences avec une inflation plus forte. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on est peut-être quand même en train de tangenter et de rentrer dans des zones un petit peu plus gérables que l'explosion qu'on avait vue depuis 18 mois. Alors, si on met de côté la question énergétique, sur la question des matières premières, vous êtes un gros acheteur de matières, vous êtes un transformateur de matières premières. Est-ce que aujourd'hui on est revenu à une forme de stabilité et à une forme de décrue du prix des matières premières? Non, on a un apaisement déjà sur les difficultés d'approvisionnement, parce que pendant 18 mois et pendant toute l'année dernière, nous ne savions pas si nous aurions les matières premières, l'énergie. Souvenez-vous, ça n'était pas uniquement une question de prix, mais également de disponibilité. Ces sujets-là, ils ont été quand même largement stabilisés, donc il n'y a plus aujourd'hui, pour l'essentiel, de questions d'approvisionnement. Mais on a encore de la hausse de coûts de matières premières. Ce n'est pas partout, il y a des reflux par exemple sur le bois, sur l'acier, mais il y a tout un tas d'autres matières premières qui continuent de monter. D'accord. Alors, si on regarde vos derniers chiffres, donc les prochains, ce sera en février, mais les derniers chiffres donc sur les 9 mois de l'année 2022, on constate quand même que le chiffre d'affaires de Saint-Gobain a progressé assez fortement, plus de 15%, je crois, 16%, en dépit d'un volume qui est plutôt, lui, en stabilité, on va dire, ce qui signifierait que vous avez réussi à passer les hausses de prix dans vos prix, donc finalement tout va bien pour vous. Alors nous allons publier nos chiffres fin février, donc effectivement 2022 a été une très bonne année pour Saint-Gobain, avec des résultats excellents, mais c'est lié à plusieurs choses. Malgré les 5 milliards. Malgré les 5 milliards, parce que, en fait, plusieurs choses. Premièrement, on y reviendra, on a placé la stratégie de Saint-Gobain au cœur des chantiers du siècle. C'est la construction durable, c'est ça le leadership mondial de Saint-Gobain, et nous avons fait ces choix. Donc on n'a pas subi la crise, on n'a pas subi l'évolution de l'environnement, on a fait des choix de positionner la stratégie de Saint-Gobain sur des marchés porteurs et finalement répondre aux défis climatiques, énergétiques, démographiques, l'urbanisation des pays émergents. Deuxièmement, pour que Saint-Gobain aille bien, on a fait des transformations très profondes. On a fait bouger plus d'un tiers du périmètre de 2018 en acquisition et en cession. Donc c'est 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui sont rentrés ou sortis de Saint-Gobain. On a aussi, et ça a été très très important pour gérer l'inflation, réorganisé profondément le groupe par pays. Nous avons acté dès 2019 finalement la fin de la globalisation et nous sommes organisés par pays. Donc par exemple nos sourcings, nos achats de matières premières, ils se font par pays. Saint-Gobain a moins de 1% d'achats de matières premières chinoises. Donc on n'est pas dépendant du coût des containers, des difficultés d'approvisionnement. Donc il y a un choix très profond de transformation qui a été très très rapide. Ce n'est pas parce qu'on a 300 ans, 350 ans d'histoire qu'on n'a pas fait une transformation très profonde du groupe, à la fois dans le périmètre, parce que bouger un tiers du chiffre d'affaires, c'est 13 milliards qui ont bougé en moins de 4 ans, une organisation locale, et puis des choix aussi de plans stratégiques pour aller faire des acquisitions aux États-Unis. On a fait 2 OPA en 3 ans, aller dans la chimie de la construction, aller en Asie et pays émergents. On a fait quasiment 70% de nos investissements de croissance en dehors de l'Europe de l'Ouest pour aller chercher la croissance là où elle est. Donc c'est ça qui fait que Saint-Gobain, en 2022, a effectivement une très bonne année. C'est des progressions à 2 chiffres sur tous nos indicateurs financiers. Et moi, je salue l'engagement des équipes parce qu'il a fallu, par exemple, aux États-Unis, gérer 250 ruptures d'approvisionnement. Il a fallu partout gérer l'inflation, la sécurité des approvisionnements énergétiques, matières premières, pour arriver à servir les clients. Donc au total, c'est d'abord et avant tout un choix stratégique de positionnement, une transformation très rapide et profonde pour acter avant finalement les sorties de Covid et la guerre qu'on voit en Europe, la sortie de la globalisation, et puis des équipes très engagées et avec un alignement très fort. Moi, je suis très attaché aux alignements des organisations entre la stratégie, l'organisation,
On a un plan qui s'appelle Grow and Impact, croissance et impact, et c'est cette force aussi et cette clarté d'alignement qui nous a aidés. Tout à fait. Alors, bon, mais là, l'impact, il a été aussi pour vos clients, puisque vous avez quand même, finalement, ces hausses de prix que vous avez subies, vous avez réussi à les transférer à vos clients. Donc, c'est une bonne nouvelle pour vous, un petit peu moins pour. Alors, un exemple pour rester sur la France, parce que c'est ce qu'on a vécu. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec la CAPEB, la Fédération des artisans, la Fédération française du bâtiment, pour prendre des engagements, c'est-à-dire prévenir à l'avance sur des hausses de prix, au moins 2 mois à l'avance. Nous, on subit les variations de l'énergie au jour le jour, mais donner au moins 2 mois de visibilité sur des hausses de prix. Deuxièmement, s'engager, par exemple, dans nos enseignes Point P, on a 1000 points de vente Point P, de faire des devis fixes. Je vais chez vous faire un devis, je reviens passer la commande chez Point P, le prix n'a pas changé. Et 3, rappeler qu'on fait 1,5 milliard de crédits gratuits aux artisans en France. Mais en moyenne, l'année dernière, les prix des objets que vous vendez ont augmenté de... En moyenne, dans le monde, on est sur des hausses de 12-13%. Ah oui. Donc, c'est des hausses à 2 chiffres. Et sur... Oui, mais vous voyez, l'énergie chez Saint-Gobain, elle a été multipliée par 4 ou 5. Donc, il faut un moment... C'est malheureusement l'inflation qu'on vit tous. Ce qui est important, et c'est pour ça que je suis plus rassuré sur 2023, c'est d'essayer de lisser les choses, d'essayer de prévenir, d'essayer d'accompagner, d'essayer d'anticiper. Et c'est pour ça, par exemple, aussi que le crédit qu'on fait aux artisans, 1,5 milliard de crédit, quand ils sortent du PGE, quand les taux d'intérêt montent, le crédit que fait Saint-Gobain, parce que Saint-Gobain va bien, c'est aussi une forme d'accompagnement très forte pour les artisans. C'est une bonne chose que l'État ait mis autant d'argent sur la table pour réduire l'inflation en France. Donc, on estime que l'inflation en France était jusqu'à une époque récente à peu près 2 points en dessous de celle des autres, de la moyenne des autres pays européens. Ça a coûté quand même cher au budget de l'État. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir fait ça ? Alors c'est une bonne chose dans le sens où on a essayé d'éviter la fameuse boucle inflation énergétique salaire. Donc ça a été partiellement atteint et donc ça c'est positif. En sens inverse, je pense qu'on aurait pu, c'est pas facile forcément politiquement, mais être beaucoup plus différencié sur le bouclier tarifaire. On a dépensé entre 45 et 50 milliards d'euros sur le bouclier tarifaire. Le prix de l'essence, le même pour tout le monde. Le prix de l'énergie pour se chauffer, le même pour tout le monde. Il y a une partie de la population française, évidemment, moi je suis anecdotique, mais j'en fais partie, qui pouvait payer son énergie beaucoup plus cher. Donc on aurait pu se dire, peut-être 20%, 15%, 25% de gens aisés qui n'ont pas besoin du bouclier tarifaire, et au contraire le mettre beaucoup plus fort sur les gens qui en avaient vraiment besoin. Donc je pense que dans le bouclier tarifaire, on a évité d'envoyer un signal prix qui aurait pu accélérer la prise en compte de la rénovation énergétique, et puis être un petit peu plus différencié pour aider encore plus ceux qui en ont besoin en termes de justice sociale, accélérer aussi la rénovation énergétique en ponctionnant sur du bouclier tarifaire qui finalement est l'argent parti par la fenêtre. C'est pour acheter du gaz américain, du gaz qatari, plutôt que d'investir dans la rénovation énergétique qui est un facteur de justice sociale pour réduire la précarité énergétique. Donc oui, ça a été positif sur éviter les boucles d'inflation sur les salaires ou les modérer. En revanche, je pense qu'on aurait pu être beaucoup plus distinctif sur le bouclier tarifaire et le cibler vraiment là où on en avait besoin et économiser par ailleurs pour faire du vrai investissement dans le chantier dont on parlera tout à l'heure. Oui, d'accord. Mais donc on aurait dû cibler un petit peu plus. Est-ce que par rapport à la crise énergétique, vous avez dû fermer des unités comment ça s'est passé, la répercussion de cette envolée? Donc, vous êtes un gros consommateur de gaz, j'imagine, notamment pour vos fours. On est un gros consommateur de gaz, d'électricité aussi. Il y a tout un tas de procédés industriels dans le monde qui ne savent pas fonctionner sans gaz, parce que la puissance énergétique de l'électricité n'est pas suffisante. Donc on a beaucoup de programmes de recherche, d'innovation. On a fait des premières mondiales l'année dernière sur du biogaz, des productions zéro carbone de verre plat ou de plaques de plâtre. Mais oui, on est gros consommateur de gaz. Alors, on n'a pas arrêté d'usines. En revanche, il y a des usines qu'on n'a pas démarrées. Par exemple, on a investi un four électrique chez Pont-à-Mousson pour un jour substituer le haut fourneau, qui est très consommateur de gaz, de coke et donc émetteur de CO2. On n'a pas pu le démarrer parce qu'en termes de coût de revient, c'était insupportable. Donc, on n'a pas eu à arrêter d'usine ou à arrêter de chantier ou ne pas servir des clients. Donc, on a absorbé les pics ou les volatilités de l'énergie. Par contre, on a dû s'équiper quelquefois de solutions d'appoint avec d'autres sources d'énergie au cas où on n'aurait pas de gaz.
Et puis, sur des choix d'électricité, l'électricité en France, avec les difficultés qu'on a connues, a atteint des pics qui étaient insupportables pour certaines fabrications. Donc, on a dû différer certains démarrages de fours électriques parce que quand l'électricité qui devrait coûter 40 € est passée à 800, on voit bien que ça passe pas. On sait faire du verre avec un four électrique? Pas encore. Alors, on sait faire du verre pour l'isolation. Par exemple, nos fours dans l'isolation, la laine de verre, sont à l'électrique, avec beaucoup d'économies circulaires. On recycle 55% de matières premières pour l'isolation. Pour les grands fours de verre plat, on ne sait pas le faire encore. Donc, on a beaucoup de programmes de R&D, de recherche et développement. C'est possible que d'ici moins d'une dizaine d'années, on aura 50 à 60% d'électrique, d'électrodes dans le four, avec des compléments de gaz. Si c'est du biogaz, parce qu'il en existe en quantité suffisante, ce sera bien. Sinon, on cherche aussi avec de l'hydrogène. Il faudra que l'hydrogène soit verte. Mais donc, on aura probablement des fours hybrides pour la partie qui est la plus exigeante, c'est-à-dire les grands fours de verre plat pour le bâtiment ou l'automobile. D'accord. Alors, parlons un petit peu de la compétition internationale. Cette crise énergétique a révélé une forme de faiblesse de l'Europe en termes de compétitivité, vu l'explosion des coûts, vu la dépendance, vous le disiez, notamment au gaz et notamment au gaz russe. Aujourd'hui, est-ce que la compétitivité de l'industrie, et notamment de l'industrie lourde, enfin une bonne partie de vos activités relèvent de l'industrie lourde, très consommatrice, est-ce qu'elle est menacée en Europe? On sait que certains industriels, notamment du côté de l'Allemagne, ont dit que si c'était comme ça, ils iraient peut-être produire ou en tout cas développer plus leurs activités américaines et moins leurs activités européennes. Est-ce que vous êtes sur cette même idée? Alors, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Quand on est sur de la production locale, on est moins exposé à la concurrence internationale de produits qui viendraient du Vietnam, de Chine ou des États-Unis. Saint-Gobain, dans la très très grande majorité de ses fabrications, c'est des produits locaux qui ne voyagent pas. C'est pour ça qu'on est organisé localement. On a une centaine de sites industriels en France, on en a 125 en Amérique du Nord qui fabriquent pour l'Amérique du Nord ou pour la France. Donc de ce fait-là, on est relativement immunisé sur ces grands sujets. Vous ne risquez pas d'aller produire aux États-Unis pour vendre non, en Europe, parce que exemple. ce sera économiquement pas, même pour pas le rentable. verre, pour le plâtre? Non, voilà, parce que le coût de transport pour nous serait rédhibitoire. En revanche, il y a un certain nombre de produits qui voyagent, alors à la fois chez Saint-Gobain et évidemment dans le reste de l'industrie. Et là, oui, l'Europe est très naïve. L'Europe est à la fois en écart de compétitivité sur l'énergie. Elle coûte 5 fois moins cher aux États-Unis, 4 fois moins cher en Chine. Et surtout, il y a de la visibilité, parce qu'un industriel, quand il s'engage sur une usine, c'est pour 20, 30 ou 50 ans. Donc il a besoin de savoir, est-ce qu'il y a de l'énergie verte? Nous, on a maintenant 60% de notre électricité qui est verte, solaire ou éolienne, de par le monde, parce qu'on a été chercher très en avance de phase de l'électricité verte sur des fermes solaires, etc., avec des accords. Mais est-ce que j'ai de l'énergie? Et en Europe? Et en Europe aussi. On a signé en Pologne et en Espagne, pas encore en France, parce qu'on cherche des offres d'énergie verte en France. Alors, on a de l'énergie nucléaire décarbonée, mais on n'a pas de l'énergie véritablement... Il y a de l'hydroélectricité aussi. Oui, mais EDF ne sait pas vous tracer la partie hydroélectrique ou nucléaire de son électricité. Alors que, par exemple, on a investi sur des nouvelles usines de plaques de plâtre en Norvège parce que c'est de l'hydroélectricité du fjord d'à côté, donc on sait que c'est de l'électricité verte. Donc on fera la première usine zéro carbone de plaques de plâtre en Norvège, et de même au Canada, parce qu'on a, avec Hydropower Québec, la source d'hydroélectricité. Donc c'est très important non seulement d'avoir de l'électricité verte, mais aussi de la tracer. Donc il y a un besoin de visibilité sur le cadre énergétique, et de ce point de vue-là, l'Europe est en écart de compétitivité. Il y a un besoin de visibilité sur la taxe carbone. On s'impose, et c'est bien, Saint-Gobain s'est imposé depuis 2016 une taxe carbone en interne pour tous nos choix d'investissement ou de recherche et développement. L'Europe impose des taxes carbone, c'est très bien, mais il ne faut pas l'imposer sur juste des produits bruts. Et il ne faut pas financer les véhicules électriques qui viennent de Chine. Ou si je prends Paris, on peut s'acheter un scooter chinois avec un chèque de 1 200 € de la mairie de Paris. Bon, si on veut être sérieux sur l'industrie européenne, il faut mettre des taxes carbone aux frontières sur les produits transformés, pas uniquement sur l'acier qui vient de Turquie ou de Chine. Alors ça, c'est un point important, ça, parce que c'est un point très important. Justement, on dit que la taxe carbone aux frontières, qui donc a été conçue par la Commission européenne, le problème, c'est que son périmètre étant relativement étroit, ça peut devenir une machine à délocaliser. C'est massif, c'est-à-dire que l'Europe, de ce point de vue-là, regardez ce qui se passe aux États-Unis avec l'IRA, donc Inflation Reduction Act, c'est je veux que mes véhicules électriques américains soient
assemblés, fabriqués à partir de tous leurs composants sur le sol américain, que ce soit la batterie, l'assemblage de la voiture et l'ensemble de la production. Donc il faut que l'Europe raisonne de façon globale. Le marché européen intérieur est suffisamment vaste pour que des industriels aient des effets d'échelle. Mais si effectivement on dit aux constructeurs automobiles, vous devrez acheter de l'acier décarboné européen ou alors de l'acier turc qui viendra carboné mais taxé, on va avoir et par ailleurs on importe un véhicule électrique chinois qui lui n'a aucune taxe carbone, on va créer un écart de compétitivité très fort. Si en revanche vous protégez les fabricants européens de véhicules automobiles sur l'ensemble du véhicule chinois qui viendrait, là on est sur un autre registre. Donc il y a un sujet de taxe carbone sur lequel il faut aller beaucoup plus vite sur l'ensemble. Et puis 3, il y a un sujet aussi de compétences, d'innovation, d'investissement sur le long terme. Donc il y a effectivement des mesures urgentes à prendre en Europe pour préserver l'industrie. Les États-Unis vont très vite, la Chine va très vite. L'Europe, de ce point de vue-là, est toujours plus compliquée. C'est notre processus démocratique, mais il faut aller vite parce que les écarts d'énergie ou de sujets carbone, et c'est très bien que l'Europe soit en pointe sur le carbone, comme elle est en pointe sur la démocratie, sur plein de sujets, mais il ne faut pas être naïf sur je suis en pointe sur un sujet et je suis une passoire sur le reste. Donc vous militez pour un système de type comme l'Inflation Reduction Act américain, l'équivalent en Europe. Alors, Oui. parce qu'il y a un débat, notamment entre Français et Allemands, mais ça c'est assez naturel, sur est-ce qu'il faut juste négocier le fait que les Européens aient droit eux aussi aux réductions américaines, c'est-à-dire que les batteries européennes puissent bénéficier du système américain. Ça, c'est l'approche allemande, en quelque sorte, c'est l'approche de l'exportateur. Et puis d'un autre côté, évidemment, il y a aussi l'approche plutôt à la française qui est de dire non, il faut qu'en Europe, on ait un système équivalent, c'est-à-dire de protection et de subvention aux produits made in Europe. Donc vous pensez qu'il faut arriver jusque-là, ce qui n'est pas gagné, compte tenu effectivement des réticences de nos amis du Nord. Le monde évolue à toute vitesse, donc je pense qu'il faut aller très vite. Si on met 5 ans à discuter de la modification à la marge de l'IRA américain, vous aurez 10%, 20%, 30% de l'industrie européenne qui aura disparu. Donc il faut aller très vite, comme encore une fois le font les grandes puissances régionales que sont la Chine et les États-Unis. Il faut décider très vite au plan européen, et puis en face, vous avez les Américains, et déjà vous avez mis la balle au centre. Si c'est aller à genoux pendant des années pour dire est-ce que sur tel produit je peux avoir une exception, encore une fois, dans 5 ans, autant dire, c'est toute la difficulté en Europe. Quand il y a par exemple des sujets de dumping de produits chinois en Europe, il faut que les industriels prouvent pendant plusieurs années les dommages à l'industrie pour que peut-être la Commission européenne ouvre une enquête et que peut-être plus tard, quelques années après, elle mette des procédures anti-dumping. Donc en fait, il faut déjà être à genoux, voire mort, ou en réanimation, pour qu'on dise « Ah, il s'est passé quelque chose ». Dans d'autres cas, vous dites « Je comprends les paramètres économiques, je décide, et puis après, je vois comment j'équilibre les curseurs ». Mais si vous ne décidez pas, vous avez un dommage colossal qui est fait. Donc il faut aller très vite. Le monde bouge à toute vitesse, il faut aller très très vite. Donc c'est une façon d'acter ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire en quelque sorte la fin du libre-échange et de la mondialisation telle qu'on l'a connue ces 20 dernières années. Oui, c'est une façon de revisiter la globalisation à marche forcée, qui n'a pas eu que des avantages. Il faut préserver. Moi, je suis très attaché à l'industrie pour plein de raisons. L'industrie, elle est pourvoyeuse d'emplois. Quand il y a un emploi industriel, on a 5 ou 6 emplois induits. Deuxièmement, l'industrie, c'est une source d'innovation. La transition écologique, la transition énergétique, on ne la fera pas sans l'industrie. Ce n'est pas les services financiers, des traders de salles de marché qui vont nous trouver comment décarboner le monde ou l'industrie ou les bâtiments de demain. Donc c'est l'innovation de l'industrie qui va apporter des réponses. 3, moi je suis très attaché à ce que l'industrie, c'est le principal ascenseur social de nos pays. Parce que vous avez des ouvriers qui deviennent chefs d'équipe, qui deviennent chefs de production, directeurs d'usine. Quand on tue cet ascenseur social, on tue finalement une aspiration de la classe moyenne et la création d'une classe moyenne qui fait les équilibres de nos démocraties dans des partis politiques modérés. On a vu ce que ça fait. 40 ans de destruction de la classe moyenne américaine, ça fait le gouvernement Trump et les écarts qu'on a vus en janvier 2020. Donc moi je pense que c'est très important pour l'Europe, pour nos démocraties, de préserver l'industrie qui est quand même le socle en termes d'emploi, en termes d'innovation, en termes d'ascenseur social, en termes de souveraineté. Si on doit un jour se battre pour défendre physiquement notre Europe, encore une fois, ce ne sont pas les services financiers ou les centres logistiques du e-commerce qui vont nous défendre, c'est l'industrie européenne.
Donc finalement, c'est un plaidoyer pour l'industrie européenne qui passera inévitablement par une petite dose de protectionnisme. Oui, parce qu'on est face à des gigantesques chantiers d'investissement. Décarboner du verre, on a fait encore une fois une première mondiale. 6 jours, 100 000 fenêtres, zéro carbone. Mais c'est beaucoup d'investissement. Donc ça veut dire que les industriels doivent être en bonne santé pour faire face à ces murs d'innovation, d'investissement. Et pour ça, il faut un tout petit peu de règles de protection pour donner le temps, la respiration, les moyens financiers à l'Europe de se transformer. Et pas que les industriels, mais toutes nos sociétés pour se transformer. Alors, on va, avant de passer à notre débat sur la rénovation, j'ai envie de passer la parole à Emeline Kazi, donc ma consoeur qui suit toutes les affaires d'urbanisme, de rénovation et de la ville. Un peu sur, vous parlez d'innovation, vous parlez effectivement de produits bas carbone, etc. Pour l'instant, il reste que Saint-Gobain, comme je disais tout à l'heure, à la fois va profiter beaucoup de ce grand chantier de la rénovation, mais est aussi, d'un autre côté, un gros émetteur de carbone. Donc, Emeline. Oui, si. Ça va hein Oui, vas-y. Hop. D'ailleurs aussi des questions qui sont posées par les internautes. Savoir en fait quelle est votre stratégie par rapport au choix des matériaux, la production de matériaux biosourcés, puisque la laine de verre et la laine de roche ne sont pas la même chose que la laine de bois. Il y a beaucoup de choses pour le climat de 2050, Paris sous 50 degrés. On valorise beaucoup maintenant les matériaux pour le confort d'été. Donc, quelle est la stratégie de Saint-Gobain par rapport à ça, sachant que la laine de bois sous 50 degrés est plus profitable que d'installer de la laine de verre? Ça, on va en discuter parce que je suis pas d'accord. Nous, toute notre stratégie, je l'ai évoqué tout à l'heure, tournée comme leader mondial sur la construction durable, c'est de minimiser notre empreinte industrielle et de maximiser l'impact de nos solutions. Quand vous installez de l'isolation dans un bâtiment, si le bâtiment vit 30 ou 40 ans, vous avez à peu près 40 fois les économies de CO2 par rapport à un bâtiment non rénové, mal isolé, par rapport à ce qui a été nécessaire pour fabriquer ces matériaux. Je prends l'exemple de Saint-Gobain sur la minimisation de notre empreinte industrielle. On a baissé de 25% nos émissions de CO2 entre 2017 et 2021. On a en même temps amélioré nos résultats. Donc, rapporté à 1 euro de résultat de Saint-Gobain, on a baissé de 50%. Donc, ça veut dire qu'on peut faire de la croissance profitable, vertueuse, tout en baissant assez fortement, déjà 25% de nos émissions en 4 ans. Et on a une trajectoire en 2030 validée par ce qu'on appelle le Science Based Target, les organismes indépendants, et vers la neutralité carbone en 2050. Encore une fois, on a fait des premières mondiales l'année dernière, 0 carbone de production, plaque de plâtre, laine de verre et aussi verre plat. Donc on sait le faire sur nos matériaux. Alors après, sur les différents matériaux, moi je suis très agnostique, il faut être pragmatique. Il y a des clients qui veulent de la laine de bois. Il faut savoir que quand on regarde la laine de bois ou des produits en bois, il faut regarder l'ensemble de l'analyse de cycle de vie. Pour l'instant, sur le bois, on ne met pas la décomposition du bois, le relargage du CO2 éventuellement en fin de vie, qui est à prendre en compte dans l'analyse de cycle de vie. Donc quand on regarde des produits comme la laine de verre, nous on met des liants en sucre. Donc c'est tout à fait naturel. 55% des produits, ils sont recyclés dans la laine de verre. Donc on est très très axé sur l'économie circulaire. Nous on a poussé pour que la REP, la responsabilité étendue des producteurs, demeure. On a 150 points de collecte de déchets de chantier chez Point P en France. Donc on est très axé sur l'économie circulaire, c'est même un de nos 4 axes de recherche. Donc tous ces matériaux, ils sont recyclables, ils sont bons en termes de performance acoustique, thermique, que ce soit le froid l'hiver ou le confort d'été. Donc je pense qu'il faut avoir l'ensemble de la gamme, et c'est pour ça qu'on fabrique de la fibre de bois, on a même doublé nos capacités de production, mais il faut regarder que dans tous ces produits-là, à la fois l'analyse de cycle de vie complète soit bonne, qu'il n'y ait pas de chimie. Je prends un exemple qui est un petit peu caricatural, mais la laine de mouton, vous êtes obligé de mettre beaucoup de chimie dedans pour qu'il n'y ait pas des mythes dans les bâtiments. À une époque, on avait fait la plume de canard pour de l'isolation. Quand il y a eu la grippe aviaire, les ventes sont tombées à 0. Il faut mettre de la chimie pour pas qu'il y ait bon. Il faut mettre des textiles usagés aussi. Il faut faire attention à regarder l'ensemble des composants et pas se dire le bois c'est très bien. Le bois c'est bien. Nous on est très acteurs dans le bois et on a tout un tas de produits qui sont pour l'offre de construction bois. Mais il faut regarder véritablement l'ensemble de l'analyse du cycle de vie et ne pas oublier qu'est-ce que je fais en fin de vie. On peut recycler du verre plat indéfiniment et la difficulté c'est d'organiser professionnellement, industriellement à grande échelle la collecte.
Mais recycler du verre plat, quand on le fait, c'est très profitable. Ça baisse les consommations d'énergie, ça évite la ponction de ressources naturelles, qui est aussi un des enjeux très importants de la planète. Donc il faut avoir une vue très large, très pragmatique sur tous ces paramètres-là. Et donc, il y a l'impact en termes d'émissions carbone et sur le confort d'été. Donc, vous disiez que le confort d'été de tous les produits j'allais dire, traditionnels qui se sont aussi modernisés et innovés sont bons pour le confort d'été. Donc nous, on a par exemple une offre en terre crue. On a lancé une offre en terre crue avec des adjuvants, des liants pour permettre les bonnes performances et la bonne tenue mécanique sur ces produits-là. Donc on a une offre en terre crue qui se complète avec de la laine de verre, avec de la plaque de plâtre, avec du vitrage. On a du vitrage qu'on appelle 4S, 4 saisons, justement pour l'hiver, pour l'été. On a fait pour Google en Inde, avec notre verre électrochrome, l'ensemble du nouveau siège de Google en Inde, qui permet de travailler sur son ordinateur, même si on a le soleil en face, parce qu'on est capable d'opacifier le soleil quand on a le soleil en face de soi. Donc il y a plein de produits qui évoluent, et toute l'innovation de Saint-Gobain, elle est vraiment portée à la fois sur nos process, pour réduire l'empreinte, ce que j'ai déjà évoqué, sur aussi la construction légère. On va parler beaucoup de rénovation, mais la construction neuve, c'est un paramètre important, notamment en Amérique du Nord et en Asie et pays émergents. Et quand on construit par ossature, et non plus sur des murs porteurs pleins en ciment, en blocs de béton, en ossature bois, en ossature acier, voire en ossature de poteaux de béton décarbonés, on a des adjuvants qui peuvent baisser de 4 ou 5 fois le contenu carbone d'un mètre cube de béton. À ce moment-là, si vous construisez par ossature, vous divisez par 2 le poids des matériaux, et donc à peu près par 2 le contenu carbone. Donc je pense que c'est très important de regarder toutes ces évolutions de mode constructif quand on parle neuf, tous les matériaux qui existent pour bien rénover. Et une bonne rénovation de maison individuelle en France, ça vous baisse de 5 à 6, on divise par 5 ou 6 la facture énergétique. Donc encore une fois, c'est très bien pour le climat, pour la souveraineté nationale en termes de dépendance énergétique, et surtout pour le pouvoir d'achat et la justice sociale que ça représente. Alors, on va justement en parler parce que c'est l'heure maintenant de notre débat donc sur la rénovation, et je vais demander donc à Emmanuel Cos et Valérie Flicoteau de venir nous rejoindre. Tiens, mets-toi tout au bout, voilà, Emeline. On va les prendre en tenaille, n'est-ce pas? Donc voilà, alors je disais merci beaucoup d'être venu ce matin à ce débat. On va maintenant évoquer ce grand chantier, ce chantier du siècle. Benoît Bazin aime bien parler de plan Marshall. Enfin bon, on est sur beaucoup de lyrisme autour de la rénovation énergétique des bâtiments, mais force est de constater que la réalité, pour l'instant, eh bien, elle est encore trop modeste, en tout cas par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Et pourtant, ça fait déjà un certain temps qu'on essaye de résoudre ce problème. Emeline? On va peut-être commencer par un petit état des lieux, un rappel avec quelques chiffres, redire que le secteur du bâtiment, donc à la fois résidentiel et tertiaire, c'est la première source de consommation d'énergie en France, donc on parle de 43%, et c'est le secteur qui génère 23% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc face à ces enjeux, face aux enjeux climatiques, la France s'est donné un objectif, porter l'ensemble de ce parc bâti à un niveau basse consommation, c'est-à-dire porter ce parc avec les étiquettes A et B d'ici à 2050. Or, il y a encore 2 ans, en fait, 94% des logements, donc 94% des logements en France affichaient une étiquette inférieure à B. On compte encore aujourd'hui un peu plus de 5 millions de passoires énergétiques, donc ça c'est les étiquettes F et G. Et dans le tertiaire, on n'a pas encore de données fiables puisque le recensement vient tout juste de débuter. Les bureaux devaient donner avaient jusque fin décembre là, pour donner leurs données de consommation. Donc pour respecter cet objectif de 2050, la France s'est dotée d'une feuille de route. On l'appelle la SNBC, la Stratégie nationale bas carbone. Et dans cette feuille de route, on avait un chiffre jusqu'à 2022. On devait faire 370 000 rénovations globales. L'objectif est important par an. Puis après, on devait atteindre un rythme à partir de 2030 de 700 000 rénovations globales. Le gouvernement dit actuellement, on a plus ou moins atteint un objectif, puisqu'en 2022, avec les dossiers MaPrimeRénov', on a fait 670 000 rénovations. Ça représente à peu près 3 milliards d'euros d'aide. Et alors certes, c'est plus que 2020, on était à 210 000 logements rénovés, enfin 210 000 rénovations. C'est aussi un peu plus que 2021, on a vraiment monté en puissance, c'est 640 000 dossiers, sauf que
La majorité de ces chiffres, de ces rénovations, sont des rénovations qu'on dit par geste, des rénovations simples. Là, on va changer un poêle à granulés, là, on va changer du double vitrage, mais ça ne correspond pas aux rénovations globales qui sont, elles, les seules efficaces. Et en réalité, en France, il y a seulement 66 000 rénovations globales qui ont été réalisées l'année dernière. Tout ça, en fait, on le trouve dans des rapports qui s'empilent et se succèdent. Donc, je ne vais pas faire la litanie des rapports qui ont été publiés ces 10 dernières années, mais pour les seules 2-3 dernières années, et je ne suis pas exhaustive, en novembre 2020, on a le Haut Conseil pour le climat qui fait un rapport qui est intéressant parce qu'il dit rénover mieux, on regarde aussi par rapport à ce que font nos voisins européens. Et dans ce rapport, il y avait une préconisation justement de supprimer à partir de 2023 les aides aux gestes individuels. Février 2021, donc quelques mois plus tard, une mission d'information parlementaire, donc les députés qui jugent le rythme trop lent de la rénovation énergétique en France, avec des objectifs très ambitieux, mais des moyens mis en œuvre qui ne sont pas suffisamment là pour les atteindre. Et qui note que les rénovations globales, donc les plus efficaces, c'est à peine 0,2% des travaux engagés. Septembre 2021, la Cour des comptes qui, pour une fois, il faut le noter, salue les bons débuts de MaPrimeRénov', mais parce que là, ils regardaient en fait savoir s'il y avait cet objectif de massification. Et oui, il y avait cet objectif de massification. L'État s'était mis en marche pour délivrer beaucoup plus d'aides, beaucoup plus de dossiers, mais c'est beaucoup de dossiers par geste. Un rapport de la Cour des comptes. Alors la Cour des comptes maintenant s'est mis en tête de vraiment suivre ce dossier de la rénovation énergétique. L'été dernier, ils veulent faire un nouveau rapport, donc ils veulent balayer tout le sujet, mais sauf qu'ils se rendent compte qu'il n'y a aucune donnée, enfin il n'y a pas suffisamment de données fiables, donc ils font un premier travail exploratoire. Et là, ils notent deux choses, qu'il n'y a pas vraiment de pilote dans l'avion, et qu'il n'y a pas de critère environnemental qui est pris en compte, ils le regrettent, et qu'il faudrait aussi un service public de l'accompagnement efficient. Je vous passe les nombreux rapports de l'ADEME sur le sujet. Et là, dernièrement, il y a quelques jours, on a vu que les sénateurs lançaient une commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique en France pour savoir si effectivement c'est efficace ou pas. Je ne suis pas parlementaire, je ne vais pas écrire les conclusions maintenant, mais au vu de ce qui se dit depuis 2-3 ans, on peut voir un petit peu dans quelle direction ça peut aller. Bref, on est encore bien loin du compte. Et donc la question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, c'est pourquoi on n'y arrive pas? Voilà. Peut-être vous, Emmanuel Cos, pour commencer. Vous étiez ancienne ministre du Logement, présidente des HLM à présent. Vous avez une bonne connaissance de tout ce sujet. Alors, je précise que l'Union sociale pour l'habitat, c'est donc plus de 11 millions de personnes logées. Vous regroupez presque 600 organismes de HLM, et ça représente à peu près 17% des ménages en France. Donc c'est les logements HLM, c'est 20% des résidences principales. Voilà. Et un Français sur deux vit ou a vécu en HLM. Voilà. Alors pourquoi ça ne marche pas? Finalement, en résumé, on empile les rapports et puis maintenant on fait les rapports sur les rapports. C'est-à-dire on fait carrément des commissions pour savoir pourquoi on ne va pas plus vite. Mais la question, c'est peut-être que les politiques mises en œuvre sont efficaces par rapport à leurs objectifs et leurs moyens. La question, c'est qu'elles n'ont peut-être pas assez d'objectifs et de moyens. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que avec ce qu'a l'État et avec ce qu'il a décidé, je pense qu'il fait ce qu'il peut. Enfin, il arrive à faire des choses. La question, c'est qu'on n'a jamais décidé d'être dans une révolution. Et je pense qu'il faut comprendre deux choses. C'est que d'une part, en France, nous avons un patrimoine bâti qui est extrêmement ancien. C'est une particularité européenne par rapport à d'autres pays. On a du parc ancien, on a du patrimoine par ailleurs classé, mais on a beaucoup de patrimoine ancien qui est habité. Il y a d'autres pays européens, notamment des enjeux de la Seconde Guerre mondiale, qui n'ont pas exactement les mêmes sujets. Deuxièmement, autour de la rénovation thermique, on a toujours voulu résoudre deux sujets. La question des émissions carbone, qui maintenant est bien connue, mais il y a encore 5 ans, quand moi j'ai fait en tant que ministre la première SNBC, objectivement, on n'a pas eu beaucoup de succès avec la première stratégie nationale bas carbone qu'on a sortie en 2016. On était très peu suivis, alors qu'on était au lendemain des accords de Paris. Mais on cherche à réduire les émissions carbone, mais il y a aussi la question de la précarité. Et depuis longtemps, en France, on cherche aussi à rénover les logements pour résoudre la question de la précarité énergétique de nombreux ménages, qui est un sujet aveugle des enjeux de la précarité,
puisqu'objectivement, on a laissé des ménages s'endetter depuis très longtemps pour se chauffer dans des bâtiments pas du tout isolés. Et il y a eu un changement quand même de paradigme. Objectivement, depuis 2 ans, là, quel que soit le système de MaPrimeRénov', il y a beaucoup plus d'argent sur la table, il y a beaucoup plus d'aide. Et vous voyez bien qu'on ne regarde que simplement l'aide. Et ça dit quelque chose, c'est que pour transformer tout ce parc bâti, il faut beaucoup d'argent. Et les particuliers notamment, une partie des classes favorisées propriétaires a tout à fait les moyens de suivre, mais une grande majorité n'y arrivera pas. On parle de rénovation. Moi, je regarde les standards en HLM. Le coût global d'une rénovation, parce que c'est ce qu'on nous demande actuellement, et on ne fait pas que du thermique, parce que quand vous rénovez un bâtiment, vous rénovez aussi la salle de bain, les parties communes. Vous n'allez pas intervenir, enfin, vous n'allez pas juste faire l'isolation. On était avant sur des moyennes entre 40 et 50 000 euros au logement, dans le logement social. Maintenant, on est plutôt entre 60 et 80 000 euros. Et je peux vous dire, parce que j'ai encore vu ça la semaine dernière dans mon quotidien, rénover du haussmannien avec des contraintes extrêmement difficiles, vous êtes plutôt au-delà de 100 000 euros. Et pour une partie des logements, quand on va rénover plus cher que la valeur du bien. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire. Parce que par ailleurs, si vous démolissez, c'est des coûts carbone considérables. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les coûts carbone évités ne sont pas comptabilisés économiquement et c'est un énorme problème. Et on voit bien qu'il y a quand même un sujet sur la question du prix carbone, du corridor des prix. C'est essentiel en fait. C'est qu'on nous demande de faire une révolution, mais on n'a pas les outils économiques pour les faire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les incantations, c'est formidable, les interdictions aussi. Donc là, on a maintenant un texte de loi qui nous dit vous avez des logements G, A, vous avez tant d'années pour le faire. Et la loi climat et résilience, elle a permis de donner un dynamisme très fort par cette interdiction. On peut quand même s'interroger sur 2 choses. La première, c'est qu'il aura fallu une interdiction pour donner un dynamisme. C'est quand même une manière de penser les choses qui est très dérangeante et qui est, à mon avis, un mal français. Peut-être qu'il n'y avait pas le choix de passer par là, mais c'est quand même assez gênant. Deuxièmement, quand on décide dans la loi climat et résilience donc de mettre ce cadencement, vous rénovez les G, puis les F, puis les E, et les G, donc il faut qu'ils soient rénovés pour 2025, c'est parti sans avoir les outils de connaissance en fait du parc, parce que les chiffres que vous donnez, et vous le savez, ils sont tous faux en fait. On a un outil statistique sur les logements qui est absolument lamentable. On a des datas, et je dis ça y compris pour le secteur HLM, parce qu'on n'arrive pas à avoir les bonnes datas. La loi climat-résilience a été faite sans étude d'impact, basée sur ce qu'on appelle le DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui est l'ancien et qui a donc été changé. On a mis 2 ans pour avoir le cadencement du nouveau. Et encore aujourd'hui, on doit faire des DPE, mais en fait, on ne les a pas techniquement. Vous voyez, et en même temps, c'est dans 2 ans. C'est-à-dire que même pas dans 2 ans, là, on est en février. Donc, en fait, dans moins de 2 ans, les logements G en location auront dû disparaître. Et en fait, la réalité, c'est que on a donné un signe très fort et en même temps, l'accompagnement technique et financier n'est pas à la hauteur. C'est très dérangeant parce que, notamment dans le logement social, nous, on s'est saisi en fait de ce texte de loi pour dire on y va à fond. Puisque la loi nous dit qu'il faut rénover dans ces temps-là, on y va à fond. Et on n'a pas le choix. De toute façon, nous, en tant que propriétaire bailleur, si on peut plus louer un logement, on perd notre ressource. Mais ça rend les choses très compliquées parce qu'en fait, aujourd'hui, on est un peu à l'aveugle. Et c'est vrai que ça ne va pas assez vite. Alors, vous avez donné la trajectoire dans les rapports parlementaires. Elle est tout à fait juste. On en est très loin. Et la dernière chose, pourquoi ça ne marche pas, c'est que je pense que l'État et les pouvoirs publics ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Vous l'avez dit, il faut faire de la rénovation globale, donc faire beaucoup de travaux pour aller dans les classes énergétiques les plus élevées, A et B. Et au final, on peut juste faire 3 000 euros de travaux et avoir une aide de l'État. Ça interroge énormément. Et aujourd'hui, on a des incantations à décarboner le parc. J'entends le ministre de l'économie qui passe son temps à me dire qu'il faut décarboner le parc. Mais en réalité, nous ne sommes pas soutenus économiquement pour le décarboner dans les temps. Et aujourd'hui, moi, je vais vous dire ce que je crains, c'est qu'en 2025, enfin non, le 20 décembre 2024, parce qu'on va craindre qu'il y ait beaucoup de logements locatifs qui sortent du parc locatif et donc qu'on revienne à de la location. C'est ce qui est en train de se passer un peu. Mais, oui, mais y compris que les gens retournent dans des baux illégaux, enfin des baux noirs. Ouais. Les F et G donc les F et G, ça représente 20% du parc locatif privé et 10% du parc HLM. Ah non, c'est même plus.
Sur 28 millions de logements privés, c'est 25% de E et 10% de F. Oui, et 6% de G, donc on est à 30%. Et dans le parc social, on est en gros à 24%. Le parc social, c'est 1 million de EFG. Et sur 28 millions de logements privés, c'est beaucoup plus. Donc c'est considérable. Et aujourd'hui, je pense que c'est une des très grandes difficultés. Après, faut qu'on fasse attention parce qu'on se dit ça marche pas. Enfin, si, ça marche quand même. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Moi, je pense qu'il faut plutôt saisir la question de savoir comment est-ce qu'on accélère. Comment on fait des rénovations différentes et ça. Bien sûr. Non, mais parce que sinon, en fait, on est juste sur la constatation que ça va passer. Dans le logement social, je vous le dis franchement, nous, on fait nos rénovations financièrement assises sur des prêts. Je me suis battue pour avoir quelques subventions directes pour améliorer l'économie de ces programmes. J'espérais d'avoir 500 millions. J'ai eu 200 millions dans le budget de l'État que pour un an. Il me faudrait 500 millions pour 10 ans. Néanmoins, on ne dit pas qu'on s'arrête. Parce que de toute façon, on n'a pas trop le choix. Et je vais vous dire, la crise de l'énergie, elle a aussi rappelé que ne pas agir sur ces sujets-là, c'est plonger les individus dans des situations sociales terribles. Le coût de l'énergie, pour beaucoup de personnes, c'est des augmentations qui sont souvent x10 en termes de charges. Donc il faut comprendre en fait ce qui est en train de se créer là actuellement. Oui, c'est ça. Derrière tout cet abécédaire qu'on déroule, là, ABCD, EFG, il y a des situations qui sont évidemment extrêmement différentes. Et puis, comme vous le disiez, le problème de la convergence entre des impératifs de rénovation énergétique et puis de lutte contre la précarité énergétique aussi. Alors, je voulais passer la parole à Valérie Flicoteaux. Alors, vous êtes à la fois urbaniste, architecte, vous avez un cabinet à Paris, vous travaillez sur ces questions-là. Donc, est-ce que vous est-ce que vous faites à peu près le même diagnostic, Emmanuel Cos, sur cette espèce d'imbroglio qui s'est noué et du manque de moyens et peut-être aussi de priorités qu'on se donne? Oui, moi je souscris tout à fait à ce que vient de dire Emmanuel Cos. Je pense aussi que là on parle des politiques publiques, on est très dans l'abstrait. Je pense aussi que quand on est sur le terrain avec des opérateurs qui ne sont pas les opérateurs sociaux, qui eux aussi sont des professionnels, mais quand on est avec des particuliers, il y a une espèce de jungle pour accéder à ces aides, parce qu'on nous parle beaucoup de MaPrimeRénov', on nous parle beaucoup des certificats d'économie d'énergie qui eux aussi abondent au chantier de rénovation. Mais in fine, pour obtenir ces aides, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que le parcours utilisateur pour obtenir ces aides est déjà très instable et en même temps extrêmement compliqué d'accès. Donc là aussi, nous on travaille. Alors on a travaillé au-delà de la SNBC dont vous avez parlé. Il y a en ce moment ce qu'on appelle la stratégie française énergie-climat, une espèce de concertation de l'ensemble des filières économiques autour de ces questions de décarbonation de l'économie. Donc nous on a participé à la discussion sur l'aménagement et sur le bâtiment. Et il y a un appel criant de toute la filière professionnelle pour une simplification des aides de l'État. Au-delà du fait qu'il faut se donner les moyens de la politique qu'on veut, et aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne le bâtiment, tout le monde constate que les aides, même si elles sont importantes, ne sont pas suffisantes, que ce soit pour le mouvement social ou pour les particuliers. Et puis, si ces aides étaient bonifiées et augmentées, encore faut-il être en capacité de les obtenir. C'est pas une blague, mais moi qui travaille assez rarement avec des particuliers, mais qui de temps en temps fait des rénovations pour des particuliers, les seuls qui arrivent à obtenir l'ensemble des aides auxquelles ils ont droit, c'est des ingénieurs. Enfin voilà, ça vous donne un petit peu le... se retrouvent dans le ABCG. Voilà, ça vous donne un petit peu le niveau de connaissance que c'est pour obtenir les aides. Donc ça, c'est un vrai problème et c'est un vrai frein. Il y a un autre sujet qui est la question de la stabilité de ces aides. On en a parlé en préparant ce débat. Quand vous êtes en copropriété, une copropriété même pas très importante, 30 lots, 50 lots, déjà se mettre d'accord pour emporter la décision de faire des travaux, c'est extrêmement compliqué.
vous emportez cette décision sur la base d'une étude, d'un diagnostic avec un plan de travaux qui est financé en fonction des aides qui sont faites. Ça vous prend 1 an et demi. Une fois que vous vous êtes arrêté, là, il faut après encore derrière 1 an d'études, à peu près, entre le permis de construire et tout ça, 1 an et demi d'études. Donc déjà, le chiffrage que vous avez fait il y a 1 an, vu l'évolution des prix là récemment, il est rapidement obsolète, donc c'est déjà un premier problème. Mais le deuxième problème, c'est que la façon dont vous avez financé les trucs entre les prêts et les aides auxquelles l'ensemble des copropriétaires ont droit a changé. Et du coup, au moment où vous êtes en train de négocier le marché des travaux, le plan de financement que vous aviez réfléchi n'est plus bon. Donc ça, c'est un vrai sujet. Le monde du bâtiment, c'est un monde qui est un peu lent, qui est complexe, qui demande de réfléchir à beaucoup de réglementations, tant urbaines que constructives. Du coup, les choses ne se font pas en un claquement de doigts. Et s'il n'y a pas de visibilité sur le long terme, dans des situations aussi où, encore une fois, la prise de décision en copropriété est quelque chose d'extrêmement compliqué, si on arrive à se mettre d'accord et que derrière, les engagements qu'on a pris ensemble ne peuvent plus être validés puisque trop de choses ont changé, ben ça, ce n'est pas aussi facteur de visibilité et d'engagement des travaux. Alors, vous êtes architecte, il y a une question là, c'est Nabil qui nous pose cette question qui est assez intéressante sur la compatibilité entre les différentes administrations de l'État et notamment celle du patrimoine et celle de l'urbanisme, enfin en tout cas de la construction. Autrement dit, l'essentiel quand même de la rénovation, enfin, par définition, la rénovation, c'est sur de l'habitat ancien. On dit que 80% du bâti de 2050, il existe déjà. Hein, donc, il y a effectivement une très, très grosse inertie. Et puis, on constate, alors, ce n'est pas nouveau, mais là, avec la rénovation énergétique, ça prend toute son ampleur. Qu'il y a une petite divergence entre les objectifs affichés par les directions du patrimoine qui veulent, qu'on touche, en gros, qu'on touche au moins de choses possible. Hein, la moindre poutre doit être préservée. Et puis la nécessité, à la fois d'aller vite et puis d'être efficace, et donc parfois de s'attaquer au patrimoine. Donc, comment on vit ça quand on est architecte, hein? Alors, bon, déjà, moi, je vous dirais que l'architecture, c'est la complexité, donc on a l'habitude de résoudre ces problèmes. Je pense aussi que quelque part, le patrimoine, autant le patrimoine bâti que le patrimoine culturel, c'est aussi quelque chose qui nous appartient à tous. La qualité de la ville, le droit à une ville de qualité, c'est quelque chose qui est important. C'est aussi pour ça que la France est l'un des premiers pays visités au monde. Donc, et c'est pas pour. Il y a des monuments qui sont classés, mais il y a aussi des monuments qui sont des bâtiments du quotidien qui ont une valeur patrimoniale. Donc, je pense aussi qu'on n'intervient pas de la même façon sur des bâtiments anciens avant 1945 que sur des bâtiments plus industriels. Donc, il y a aussi une question qui n'est pas lisse et homogène sur ces questions-là. Je pense aussi que dire que les architectes des bâtiments de France ne regardent que la vieille pierre, c'est un mauvais procès, une mauvaise caricature qu'il aurait faite. Je pense qu'ils sont aussi conscients des enjeux de l'évolution du bâtiment, mais par contre, ils ont cette tâche de préserver cette qualité culturelle du cadre bâti. Là, donc, la question d'intervenir sur un patrimoine ancien de qualité, ça veut dire ne pas appliquer des recettes toutes faites, ça veut dire s'interroger de façon un peu lettrée, et ça veut dire aussi derrière avoir des stratégies de travaux qui seront peut-être pas, et c'est là aussi où il y a des problèmes d'objectifs. Est-ce que peut-être que tout le parc ne sera pas rénové à A et B, et que des bâtiments qui ont une forte valeur patrimoniale iront sur une rénovation qui sera peut-être un peu moindre, mais en tout cas qui garderont aussi cette valeur culturelle qu'on partage tous de la ville.
ça m'inspire aussi une dernière chose qui est plus en relation avec les matériaux. Et là aussi, sur cette question d'une industrialisation systématique des interventions et des solutions techniques, c'est un peu comme en médecine en fait. On n'intervient pas et on n'applique pas les mêmes traitements à des patients qui sont très âgés qu'à des patients qui sont beaucoup plus jeunes. Donc un bâtiment, c'est pareil. Pas les mêmes exigences. C'est pas tant les mêmes exigences, mais c'est pas tant les mêmes façons de faire. Alors nous, on milite aussi beaucoup pour que on intervienne avec le bon matériau, au bon endroit, et notamment sur tous ces bâtiments anciens, il faut peut-être se réapproprier les techniques anciennes en les faisant évoluer aussi vers des problématiques de confort moderne. Mais on peut parler d'enduit, on peut parler de qualité de l'isolant. Un isolant issu de la pétrochimie ne respecte pas, c'est très technique là tout ça, mais à l'intérieur d'un bâtiment, il y a des échanges d'air et surtout d'eau à l'intérieur de la paroi, à l'intérieur du mur. Donc il y a des isolants qui respectent ces échanges d'eau entre l'intérieur et l'extérieur et d'autres qui ne le font pas. Et tout ce qui est issu de la pétrochimie ne le fait pas. Donc derrière les matériaux biosourcés, il y a aussi ce respect de la qualité du bâtiment et de sa qualité mécanique et de la façon dont l'air et l'eau circulent à l'intérieur de ce bâtiment. Et une mauvaise intervention sur un patrimoine, alors là pour le coup qu'il soit ancien ou moderne, ne pas faire les bons gestes, c'est aussi s'exposer à fabriquer de la pathologie là où il y en a pas. Dégrader le patrimoine. Exactement. Donc, et provoquer des situations pathologiques là où il n'y en a pas. Donc là encore, il faut être extrêmement attentif. Et alors nous, on appelle à ce que dans les aides de l'État, il y ait des études aussi qui puissent être prises en charge, justement pour porter ce juste soin au bâtiment, quel qu'il soit, et pour accompagner au mieux tant les professionnels, hein, les maîtres d'ouvrage professionnels, que les maîtres d'ouvrage particuliers, qui eux, en plus, sont un peu désorientés sur comment je fais et qu'est-ce que je dois faire. Alors Benoît Bazin, est-ce que vous partagez ce qui vient d'être dit, ce diagnostic sur à la fois cette espèce de grand foutoir réglementaire et on ne sait pas trop, et puis aussi de manque d'argent, et puis en même temps les difficultés à la fois des copropriétés, des questions de périmètre des uns et des autres. Comment vous, en tant qu'industriel, mais aussi en tant que partenaire de tous les artisans du bâtiment, donc les gens qui font, quel est votre point de vue ? Je pense que fondamentalement, on est tous d'accord qu'il faut dramatiquement accélérer. Ce n'est pas faire 5% de plus, c'est faire x5. Moi, c'est ce que je dis dans le plan Marshall. On pourrait se dire, il y a 5 millions de passoires énergétiques, peut-être un petit peu plus. En 10 ans, on éradique les passoires énergétiques. C'est un peu scandaleux qu'en France, il y ait des gens qui aient le devoir de choisir entre se nourrir ou se chauffer ou se loger. Donc, il faut vraiment accélérer. On ne parle pas des bâtiments publics, mais il faut évidemment que l'État, les bâtiments publics soient exemplaires. Donc, il y a vraiment un changement d'ordre de grandeur à opérer, tous azimuts, bâtiments privés comme bâtiments publics. Pour ça, il faut rentrer dans une logique d'investissement. Et donc, il faut, et je vous rejoins tout à fait, il faut donner de la visibilité. On ne peut pas faire du zigzag. Le monde du bâtiment, c'est quelque chose qui touche à l'intime de chacun. C'est quelque chose qui est lent, qui suppose d'agréger beaucoup d'acteurs, le particulier, l'artisan, l'architecte, l'industriel, le distributeur. Donc on ne peut pas changer les règles, les normes tous les ans. Il faut de la visibilité et de la stabilité. Donc si demain, le gouvernement, je crois qu'il y a des annonces qui se préparent pour fin février, dit « je vais faire x5 sur la prime rénov', je vais faire x10 sur les bâtiments publics », donc je demande à toutes les professions d'embaucher, d'accélérer. Le monde du bâtiment a créé 100 000 emplois depuis 18 mois. On peut en créer 300 000. C'est des emplois locaux, innovants, on mesure des maquettes numériques, on mesure du CO2, on change la planète, on peut montrer à sa famille ce qu'on a rénové, ce à quoi on a contribué, donc c'est des emplois valorisants. Donc il faut de la visibilité, il faut de la stabilité dans le temps, et il faut changer d'ordre de grandeur. Donc ça, c'est les 3 paramètres moi, sur lesquels je pousse, et avec lesquels j'ai beaucoup d'échanges. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le président de la République dans sa vidéo YouTube samedi dernier, donc on va voir les annonces qui seront faites. Il y a un énorme sujet de financement. Moi, je suis interpellé à tout le moins de me dire tous les financeurs privés
aujourd'hui, ne se préoccupe pas de savoir ce qu'il finance. Il se préoccupe de votre âge, quand il vous fait un prêt immobilier, de votre état de santé, de votre profession. Est-ce que vous êtes journaliste au Monde ou est-ce que vous êtes PDG de Saint-Gobain, directeur général de Saint-Gobain? Donc voilà, on s'occupe de savoir si vous aurez un emploi dans 3 ans, quel est votre état de santé, quel est votre âge. On ne se préoccupe pas du tout du bâtiment qu'on finance. On devrait, parce que si vous preniez une vraie hypothèque sur le bâtiment, s'il est A, vous saurez le revendre, s'il est G, dans 3 ans, ce n'est pas possible. On s'en préoccupe un tout petit peu maintenant parce que on dit la capacité de remboursement va être rognée si la facture énergétique explose. Mais c'est quand même assez interpellant de se dire il y a tout le monde du financement privé, des banques, qu'il faut mobiliser. Moi, je serais banquier, je me dirais dans mes portefeuilles de prêts immobiliers, j'en ai 20% que j'ai fait passer de G à C, j'en ai 15% que j'ai pas fait de D à A. Et donc, il faut trouver une façon pour les banquiers de s'intéresser au sujet. Je sais que la Caisse des dépôts est très active sur le sujet du logement social, mais il y a un vrai sujet de financement. Il est passé à l'Assemblée nationale il y a une semaine le sujet du tiers-financement, qui peut-être va accélérer les choses pour permettre effectivement à des communes, etc., à accélérer sur le sujet. Donc il faut trouver des mécanismes de financement, là aussi, dans des ordres de grandeur beaucoup plus puissants, financement public, Caisse des dépôts, etc., financement privé. Donc il y a un gros sujet d'accélération, de visibilité, de financement. Et puis, je crois que toutes les filières sont motivées, sont capables de s'organiser. Je prends un dernier exemple sur les artisans. On a réduit, alors c'est d'une certaine façon de geler ou contraindre les aides. On a imposé, peut-être pas d'être ingénieur, mais en tout cas d'avoir un artisan RGE. Et l'artisan RGE, il faut qu'il redevienne qualifié RGE tous les 4 ans. C'est comme si on disait à tous les camionneurs reconnus garants de l'environnement. Et pour avoir droit à la prime rénov', si vous avez trouvé comment naviguer dans le maquis, il faut que votre artisan soit RGE. Il n'y a que 10% des artisans qui sont RGE. Et en plus, il faut qu'ils redeviennent qualifiés RGE tous les 4 ans. Bon, faisons confiance aux artisans. Moi, j'ai beaucoup de contacts avec les artisans. Ils sont compétents, ils sont travailleurs, ils sont courageux. Si au bout de 4 chantiers, on s'aperçoit qu'ils font mal leur travail, on les disqualifie. Mais faisons leur confiance par avance. Et ça va fluidifier aussi le circuit des aides. Et ça va fluidifier la capacité pour les artisans à embaucher. Donc il faut mettre en mouvement toute la filière. Elle est capable de s'adapter, mais il faut changer d'ordre de grandeur, faciliter les financements privés, tiers financement, public, et il faut de la stabilité. Il ne faut pas changer les normes du bâtiment tous les 2 ans, parce que le bâtiment est lent à se mettre en œuvre, mais je crois qu'on a les moyens collectivement. Moi, je suis optimiste. Il ne faut pas tuer non plus le monogeste. C'est vrai que la prime rénov', elle a été beaucoup utilisée sur le monogeste, mais c'est déjà bien. Elle est rentrée quand même dans l'imaginaire collectif des gens qui se disent « j'ai un problème de facture énergétique, j'ai peut-être une aide ». Monogeste, c'est relativement bien quand même. C'est moins cher déjà. On prêche beaucoup le passeport du bâtiment. De la même façon que quand on est enfant ou parent, on a un carnet de vaccination. On pourrait se dire, voilà tous les gestes, il y en a 6 à faire pour bien rénover un bâtiment, le bâti, les menuiseries, le toit, le système de chauffage, voire la ventilation si on va plus loin. Oui, et le dernier point que je voudrais mentionner, c'est se convaincre tous, je crois que sur cette audience on en est convaincus, mais peut-être que les politiques ne le sont pas toujours, qu'il y a une utilité sociale au bâtiment. Aujourd'hui, quand on a des problèmes de recrutement dans les hôpitaux, c'est parce que si vous êtes infirmier à la PHP, vous ne pouvez pas vous loger à Paris, parce que ça coûte trop cher. Si vous êtes enseignant, nous on a fait des études, des livres blancs sur l'école, quand l'acoustique d'une salle de classe est mauvaise, 15 ans après, vous avez 4 fois plus d'absentéisme, parce que vous avez de l'hypertension chez les enseignants. Sans parler du fait que l'étudiant au 4e rang, l'enfant, il n'entend pas. Donc il faut se convaincre qu'il y a de l'utilité sociale. Alors évidemment, si vous êtes dans un logement mal chauffé, vous serez absent au travail. C'est de la productivité qu'on perd pour le pays, pour l'économie du pays, mais ça on ne la mesure pas, on ne se rend pas compte, mais elle existe. Si vous avez une école mal isolée, vous dépensez de la facture énergétique, vous n'investissez pas dans les ordinateurs pour les enfants. Si l'acoustique est mauvaise, l'enseignant est absent et l'enfant n'entend pas. Si le bâti de l'hôpital, les hôpitaux publics en France sont dans un état assez dramatique, ça veut dire qu'on ne crée pas un cadre de travail, sans parler de la rémunération du personnel soignant, mais on ne crée même pas un cadre de travail pour des professions très exigeantes qui leur permet de s'exprimer. Donc il y a beaucoup d'utilité sociale au bâtiment, mais c'est vrai que vous avez été ministre du Logement, donc vous en êtes convaincu, mais je crois qu'on a encore une partie de la classe politique qui n'est pas convaincue qu'on a une utilité sociale au logement, au bâtiment au sens large, outil de travail ou outil pour bien vivre ensemble. Alors, sur l'aspect politique du logement, je précise quand même que je crois que dans l'OCDE, la France est celui qui consacre le plus de dépenses publiques au logement. Oui, mais alors, ça veut pas dire grand-chose, cette statistique, parce qu'en fait, on mélange
des aides publiques et de la fiscalité, oui. y compris de la fiscalité qui aide la spéculation immobilière. Donc, je pense qu'il faut faire très attention à ça. On est aujourd'hui le jour de la remise du rapport du mal logement, c'est dans 1 heure à la Fondation Abbé Pierre, et la Fondation Pierre va montrer que cette année, la France n'a jamais aussi peu dépensé sur les dépenses de logement, notamment les dépenses sociales, parce qu'une des très grosses difficultés françaises, c'est que le logement dans notre pays est extrêmement cher. Et c'est d'ailleurs une des difficultés sur la rénovation énergétique, parce que de l'argent, il y en a. Si vous regardez l'argent lié à la spéculation immobilière en France, c'est énorme. Si vous regardez l'argent que produit l'immobilier dans le budget de l'État et les recettes que l'immobilier ramène à l'État en retour de fiscalité, c'est énorme. Donc, je dis ça parce que une des difficultés aujourd'hui, c'est que par ailleurs, sur l'ensemble de ce marché spéculatif de l'immobilier, on n'a pas lié les enjeux, justement, c'est ce que vous disiez sur le financement, de la rénovation des logements et de leur état. Et qu'en gros, aujourd'hui, on peut faire de la spéculation, y compris sur les biens les plus dégradés. Et ça n'a pas aidé, en fait, à faire comprendre à l'ensemble des Français que la qualité du bâti et son amélioration était un enjeu à terme, y compris pour la valeur de leurs biens. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention parce que, y compris certains nous disent que le PIB français, on voit bien que le logement, c'est une dépense trop forte. Le gouvernement actuel et le précédent se gargarisent d'avoir fait baisser la dépense de logement et en particulier les dépenses des aides personnelles au logement et les APL. Qui vous ont coûté un peu d'argent. Qui continuent à coûter, puisque quand même, le secteur du logement social, nous sommes ponctionnés d'1,3 milliard par an sur nos loyers. C'est quand même extraordinaire. Nous, on a un prélèvement à la source sur nos recettes. Au nom de je ne sais quoi, on prélève sur nos loyers 1,3 milliard, alors que moi, ça fait 3 ans que je demande que cet argent soit justement mis dans le financement de la rénovation de nos logements. Mais c'est assez particulier comme vision, et je pense qu'il faut faire très attention, parce que ça explique aussi pourquoi, à un moment où il faut faire cette transformation très forte sur le bâti, on voit bien que les pouvoirs publics veulent accélérer et qu'en même temps, ils ont du mal à assumer qu'il faudra un changement sur le financement. Vous avez parlé du tiers-financement. Moi, j'ai porté avec les écologistes en 2010 à la région Île-de-France la première société de tiers-financement pour aider les copropriétés. Personne ne nous croyait, alors qu'aux Pays-Bas, c'est un système qui existe depuis maintenant 15 ou 20 ans, si je ne dis pas de bêtises, où vous avez par ailleurs des partenaires bancaires spécialisés dans la rénovation. On n'a jamais réussi quand même, alors là c'est vraiment nouveau et je m'en félicite, mais enfin, vous vous rendez compte, plus de 15 ans pour arriver à un texte de loi qui dit que demain les bâtiments publics pourront utiliser ce système-là. De la même manière, je ne connais pas un seul partenaire bancaire, si j'accepte la Caisse des dépôts qui a une mission très particulière, qui affiche être le partenaire bancaire des rénovations. Tous les partenaires bancaires plutôt rechignent à faire des prêts sur ces questions-là. Et y compris dans la question de MaPrimeRénov', beaucoup de particuliers ne font pas le maximum de travaux car ils n'arrivent pas à trouver un prêt bancaire qui leur permette d'aller plus loin. C'est quand même fou, parce qu'on ne manque pas du tout d'argent. Notre pays ne manque absolument pas d'argent pour investir. Mais c'est vrai que l'utilité sociale dont vous parlez, elle n'est pas valorisée économiquement. Et par ailleurs, en effet, aujourd'hui, c'est des politiques qui sont très peu incarnées. Et c'est un choix politique. Ce n'est pas juste une question de personne. Le logement ne fait pas partie des priorités. Ce n'était pas dans le débat de la présidentielle, alors que c'est la première dépense contrainte des Français. Moi, je suis sidérée par ça. On parle du plein emploi, on ne parle pas de la question du logement de ces personnes-là. On parle des enjeux de la qualité de travail et on ne se pose pas la question de comment les gens payent leurs charges actuellement avec le coût de l'énergie. Et ça explique aussi ces freins qui sont mauvais pour tout le monde, parce que très clairement, l'accélération sur la rénovation, ça va remettre de la qualité de vie, ça va permettre en effet de baisser les émissions carbone, mais par ailleurs, ça va aussi changer la vie des gens qui vivent. Moi, c'est formidable qu'on me parle des émissions carbone, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'individu quand même. C'est sortir des gens d'un habitat mauvais, dégueulasse, dans lequel on souffre, dans lequel il y a des pathologies liées à l'habitat, notamment des questions sur les enfants qui souffrent en fait du mal logement. Et c'est important de le dire parce que on est beaucoup là sur des questions techno, le carbone, les accords de Paris et tout ça. Mais quand vous êtes sur le terrain, que vous rencontrez des locataires ou des propriétaires qui veulent rénover leur logement, ils vous disent juste une chose: j'ai pas envie d'avoir froid l'hiver et j'aimerais l'été supporter les chaleurs. Donc c'est une question assez simple. Oui, c'est simple, mais la réponse, elle demande effectivement plus d'argent. Elle demande plus d'argent et plus de vision. Alors c'est pour ça que c'est quand même... Je trouve quand même intéressant ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que si on arrive à intégrer l'idée que notre vision, c'est 2050, et que pendant 30 ans, on dote le pays d'une filière, je ne sais pas comment la qualifier,
où on a le savoir-faire technique, la question financière et l'accompagnement social. Là, je pense qu'on peut y aller. Mais ça veut dire, c'est un plan stratégique industriel. Hein. Alors, je vais faire une comparaison, même si vous connaissez mon point de vue sur l'énergie nucléaire, mais sur d'autres sujets, on a décidé de faire des stratégies pour développer le nucléaire à plusieurs étapes de notre pays, même si je pense que c'est une erreur, mais c'est un autre sujet. Mais pourquoi on ne le fait pas sur la rénovation thermique? Pourquoi on ne décide pas de vraiment en faire un pan entier de notre stratégie, y compris économique et de plein emploi? De même qu'on a des stratégies sur l'éducation. On a une stratégie sur l'hydrogène qui est dotée aujourd'hui de plein de choses. On a un plan, plein de plans investissement d'avenir, ça a changé de nom et tout ça. Donc, je pense que c'est une des questions qui permet en fait de voir loin. Et dans France 2030, il y a quand même une partie. Moi, je rejoins tout à fait ce que vous dites. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut rentrer, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, dans une logique d'investissement. Aujourd'hui, on regarde souvent le sujet du logement, la prime rénov, comme un coût budgétaire. Donc c'est voté, oui ou non, un peu plus, un peu moins tous les ans. Il faut être dans une logique d'investissement. Je ne sais pas si c'est France 2030, Logement 2030, mais effectivement, dans des filières industrielles, on s'engage sur 10 ou 20 ans. C'est nos choix industriels, mais c'est aussi ce que veut faire le gouvernement sur certaines filières. Il faut d'ailleurs avoir les compétences. Ce n'est pas uniquement de l'annoncer, mais il faut les compétences. Sur ces sujets-là, on sait que c'est 30 ans de travail pour décarboner le bâtiment. C'est effectivement le quotidien des Français. Ce qui les intéresse, c'est l'hôpital, l'école, le logement. Pas plus compliqué que ça. Moi, je ne suis pas politique, mais il me semble que les trois choses qui intéressent le quotidien des gens, c'est est-ce que mon gamin va à l'école avec un enseignant, est-ce que je peux trouver un hôpital, et est-ce que mon logement est décent et je suis heureux d'y habiter. Donc, il faut se donner un plan à 30 ans, ou au moins à 10 ans. Nous, on a des plans à 10 ans de savoir où on sera sur nos émissions carbone en 2030. Un plan à 10 ans, de la visibilité, de la stabilité, changer d'ordre de grandeur, et à ce moment-là, tout le monde va y arriver. Et on ne va pas se dire, annuité budgétaire, les collectivités locales, elles regardent ça comme un coût de fonctionnement, pas comme un investissement. Alors qu'avec le coût de l'énergie aujourd'hui, on sait qu'on a un retour sur investissement en 3-4 ans sur de l'efficacité énergétique, quand autrefois il était en 8-10 ans. Donc vous pouvez dire, écoutez, 8-10 ans, moi je ne serai plus élu, ça ne me regarde pas. Même 3-4 ans, c'est dans le temps d'une mandature. Donc vous avez intérêt, quand vous êtes maire d'une commune avec une école, votre mairie qui est une passoire thermique, vous avez intérêt à rénover. Il y a un retour sur investissement, y compris durant votre mandature. Mais il faut sortir de la comptabilité publique en coût budgétaire, subvention annuelle. C'est un investissement. C'est un investissement pour le bien vivre ensemble, c'est un investissement pour l'économie du pays, et il faut se donner un plan à 10 ans. Donc moi j'attends vraiment que le gouvernement, qui nous a promis des annonces, change de braquet sur les ordres de grandeur et s'engage de façon pluriannuelle avec l'ensemble des collectivités publiques. Admettons, on a l'argent, on a la filière, on a les compétences. Comment on fait, comment on s'assure que tout ça soit bien utilisé et ça rejoint ce que Valérie Flicoteaux vous m'expliquait la dernière fois, c'est aussi un peu le rôle des architectes ou des professions, des assistants maîtrise d'ouvrage, etc. Comment on fait en sorte qu'un particulier qui ne connaît rien, parce que les bailleurs sociaux, vous êtes monopropriétaires, vous pouvez massifier, vous savez comment faire. Alors non, on n'est plus monopropriétaire, c'est un autre sujet. On est beaucoup en copropriété. Non, mais sur une grande barre. Oui, non, mais je le dis quand même, on a 1/5 des logements qui commencent à être en copropriété. Et donc, la réalité, c'est qu'on prend les travaux pour toutes les copros, on arrive en AG de la copro et ce n'est pas voté. Et aujourd'hui, la loi nous exonère dans ce cas-là de faire les travaux. Moi, ce qui me dérange, je préférais que la loi me dise, vous y allez quand même. Mais non, on nous exonère et donc ça n'avance pas non plus. Donc ça n'avance pas non plus. Non, ça avance sur le logement social, mais il faut faire très attention. On a la question du régime des copropriétés est un des freins essentiels. Et c'est quand même parce qu'il y a la maison individuelle, il y a le collectif. Et le collectif en copro, faut faire très attention. Il y a effectivement la copropriété, la maison individuelle. Enfin, comment fait-on pour les personnes qui n'y connaissent rien et qui ne sont pas ingénieurs pour je rebondis sur votre passeport bâtiment, ou je ne sais plus comment vous l'appelez. Enfin, je trouve ça intéressant. Sur plusieurs années, où Valérie Flicoteaux, je ne sais plus ce dont vous me parliez, mais pour accompagner les personnes et pour qu'ils ne s'arrêtent pas au poil à granulés ou... On a poussé ce sujet des diagnostics de performance énergétique. Ce n'est pas parfait, ça a le mérite d'exister. Je pense qu'il faut aussi responsabiliser les communes. Il ne faut pas tout décider en national. Le logement, c'est quand même très local. Il faut aussi peut-être décentraliser un certain nombre de ces responsabilités-là. Il faut professionnaliser cette filière et il faut qu'on oblige, par exemple, vous faites un DPE
quand vous avez acheté un bien, vous avez une rénovation, le même diagnostiqueur revient après, pour qu'on n'ait pas l'un qui dit c'est F et l'autre qui dit vous êtes mais je pense que ça va D. même au-delà Donc, du diagnostiqueur, c'est-à-dire que pour accompagner une personne, enfin le diagnostiqueur, il va vous dire ça c'est A ou ça c'est E, mais il va pas vous dire faut mettre tel isolant, justement, tel. Justement, c'est ça qu'il faut faire. On aimerait bien que le diagnostiqueur ne dise pas quel isolant va mettre. Enfin, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'importance d'être accompagné, y compris par une ingénierie qualifiée pour intervenir à bon escient sur le bâtiment. Donc, pour moi, une ingénierie qualifiée, c'est pas un diagnostiqueur, c'est une maîtrise d'œuvre, un architecte, un ingénieur qui connaît le bâtiment et qui est capable de savoir comment intervenir dessus sans pénaliser et sans rajouter des pathologies. Je pense que mon accompagnateur Rénov est un premier pas vers l'accompagnement qui serait peut-être plus social et petit défrichement autour des questions de comment on atteint les aides publiques. Mais il n'empêche que pour intervenir sur le bâtiment, il faut quand même un petit peu d'ingénierie. Donc ça, c'est une première réponse. Je pense aussi que ça revient toujours aussi à la question du financement. On peut aussi, vous le disiez Emmanuel tout à l'heure, intervenir sur un bâtiment, ce n'est pas intervenir que sur cette question d'énergie. C'est aussi intervenir sur l'usage, sur les questions intérieures. Quand on fait des travaux importants, y compris quand on est en site occupé, c'est aussi le moment peut-être d'adapter le logement au vieillissement, donc aussi de bonifier des aides qui sont uniquement sur l'énergie, de les amener aussi justement sur le vieillissement pour pouvoir transformer les choses à l'intérieur. Mais encore une fois, pour faire tout ça, il faut avoir une vision un peu globale, un peu dézoomée et pas regarder les fenêtres. Alors, on peut revenir aussi sur cette question des artisans et du RGE. Pourquoi le RGE, c'est très bien, mais pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que jusqu'à maintenant, et avant la création de l'accompagnateur Rénov, c'était l'artisan RGE qui prescrivait les travaux, qui mettait en œuvre. Donc, il est évident que c'est un peu difficile de demander à un chauffagiste de ne pas prescrire le remplacement d'une chaudière et à un menuisier extérieur qui s'occupe de poser les fenêtres, de ne pas prescrire un remplacement de fenêtre. Alors que peut-être que le geste le plus important et le plus intéressant pour ce bâtiment-là, c'est de faire l'isolation du comble. Donc on voit bien aussi que sur cette question de qui prescrit les travaux, qui dit ce qu'il faut faire et dans quel ordre, c'est fondamental si on veut derrière que les travaux qu'on fait soient efficaces. Parce que vous parliez de cette commission parlementaire qui veut s'intéresser aussi à l'efficacité des travaux. Moi, sur cette question du monogeste, je sais que c'est quelque chose qui est assez clivant en fait entre nous et au moins la Fédération française du bâtiment. Nous, on pense qu'il faudrait progressivement ne plus financer de monogestes et financer des gestes, c'est un peu ce que vous disiez, dans un parcours de travaux qui serait inscrit et qui serait aussi, lui, financé de façon modulée et inscrit dans le temps. C'est pas un parcours de travaux sur 10 ans, mais c'est voilà. Et puis avec des étapes qui sont priorisées. Et on pense qu'il faut donner une priorité absolue sur tous les travaux qui sont les plus compliqués, qui sont les travaux sur les toitures et sur les murs, qui sont très compliqués, les plus lourds, qui demandent le plus d'argent. Et donc, est-ce que c'est ceux qui sont les plus efficaces? C'est-à-dire, est-ce que s'il y en a un à faire, qui ont la meilleure rentabilité écologique. Sur ces questions-là aussi, ce qui est pénalisant pour le monogeste, c'est qu'on finance beaucoup de poêles à granulés, beaucoup de pompes à chaleur, mais à quoi ça sert si c'est pour chauffer la rue? Le problème, il est bien, je pense que dans ces questions de bâtiment, et vous venez de parler de précarité énergétique, je pense que pour les ménages, la meilleure énergie, c'est quand même celle qui ne consomme pas. Donc le meilleur moyen de ne pas consommer d'énergie, c'est bien de mettre un pull au bâtiment, de lui mettre un chapeau et des chaussettes. Mais ça, c'est les travaux qui sont les plus compliqués et les plus lourds à mettre en œuvre. Si j'ai 5 000 €, je peux
changer ma chaudière, mais je peux pas. Oui, mais c'est vrai qu'il faut. Enfin, nous, c'est ce qu'on plaide aussi dans le passeport du bâtiment. Je ne tuerai pas le monogeste parce que c'est déjà quelque chose, mais il faut le faire dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il faudrait dire aux gens, nous on a plaidé, moi j'ai recommandé, même dans les soutiens publics, accroissez-les au fur et à mesure pour motiver les gens. Vous avez, je sais pas, 10% d'aide sur le premier geste, vous en avez 20 sur le deuxième, 30 sur le troisième. Non, mais il faut inciter les gens dans une activité multigeste. Et effectivement, en commençant dans le bon sens. Moi, je suis le premier à dire que pompe à chaleur dans un bâtiment F, c'est comme rouler en voiture avec la clim à fond, les vitres ouvertes. Ouais. Donc, il faut aller dans le bon sens. Et puis, il y a des sujets. Il y a encore trop de chaudières au fioul. Ouais. Et on n'a pas éradiqué le chauffage au charbon quand même. Ouais. Non, mais je me permets juste de... Non, mais ça c'est plutôt dans l'individuel ou il y a aussi dans le collectif? C'est plutôt dans l'individuel et le fioul aussi dans le collectif. À Paris, il y a encore, notamment dans les quartiers de l'Ouest parisien, beaucoup de collectifs au fioul. Et ça pose des questions parce qu'il y a quand même... Enfin voilà, il y a aussi ces sujets-là. Parce que justement, on a aussi quand même la question des vecteurs. Après votre question, Emeline, moi je vais parler d'un mot désuet peut-être, mais le service public. Vous demandez comment est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne. Le service public. C'est un débat qu'on a eu avec beaucoup de collectivités locales, puisque je ne parle pas d'un service public national, mais on peut penser à un service public local, assis sur les maisons de l'habitat. Avant, il y avait les points info-énergie, ça a changé de nom, mais il y a des collectivités qui sont très en avance sur ces sujets-là. C'est-à-dire qui ont des conseillers qui, en fait, ont décidé d'avoir des mairies, qui ont décidé d'avoir des personnes payées par la mairie dans ces services d'accueil, maisons de l'habitat, points info-énergie, qui leur permettait d'informer sur les aides, de faire rencontrer les professionnels et notamment d'aller au-devant des copropriétés. Alors, ça a beaucoup été dirigé il y a quelques années sur les copropriétés dégradées, sur les publics, les précaires énergétiques qui étaient aussi identifiés parfois par les énergéticiens. Mais avoir la logique du service public, si on parle d'une politique que l'on mène pendant 30 ans, moi, je pense aussi que c'est un moyen vraiment qu'il y ait une assise et que ça soit pérenne. Parce que la grosse difficulté, c'est que comme on est entre un plan national, des aides qui sont une partie déléguée, parce que c'est un plan national avec des aides déconcentrées. Oui, c'est assez complexe. Tout le monde ne distribue pas, c'est pas la même structure qui distribue les aides localement. Et donc, il faut aussi un partenariat avec les collectivités locales et que ça dure, quels que soient les positionnements politiques des collectivités locales. Parce qu'il y a aussi des changements d'aide très forts. Et enfin, la dernière chose, on parlait d'argent, on en a peu évoqué la question, mais le financement, il viendra aussi par la question des fonds européens. Ça existe déjà. Il y a quand même un plan, une volonté de l'Europe d'aller sur la décarbonation de l'économie, et ce sujet-là en fait massivement partie. Et je parle d'un dernier sujet quand même, qui est énorme en fait en termes de travaux, c'est la fiscalité. Aujourd'hui, la TVA, en fonction du type de travaux que vous faites sur une rénovation, moi-même, je ne suis pas tout à fait capable de vous l'expliquer. Valérie, plus que moi. Non, mais ce n'est pas les mêmes niveaux de TVA. En réalité, pensez à un professionnel. En fonction du fait qu'il va changer la fenêtre, qu'il va faire la peinture autour de la fenêtre sur le cadre, ce n'est pas la même TVA. Est-ce que vous croyez vraiment... Ça fait partie des aides au bâtiment, d'ailleurs, en fait. Les aides évidemment, mais je vous dis ça parce que si on massifie, qu'on cherche à réhabiliter 5 puis 10 millions de logements, il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut, en fait. Parce qu'en plus, je ne pense pas qu'il y ait en fait de perte de fiscalité dans le sujet. C'est juste qu'on est incapable de sortir d'un carcan administratif sur tous les enjeux de TVA, mais qui est un vrai frein, y compris pour que les chantiers se fassent mieux, vite et simplifiés. Ça, je vous confirme. Nous, là, on a des chantiers en cours à l'agence où il y a 3 taux de TVA. Du 5,5 parce que c'est des travaux de rénovation énergétique, du 10 parce qu'on est en rénovation et du 20% parce qu'il y a des petits bouts de neuf quand même. Et ça en entreprise générale avec des problématiques sur les sous-traitants. Donc, heureusement, nous, on travaille avec un économiste sur ces sujets, mais tout le monde s'y perd, y compris nos clients professionnels. Là, pour le coup, c'est pour un bailleur social. Donc, je pense que si les professionnels s'y perdent, je ne vois pas comment les particuliers peuvent s'y retrouver. Et puis, pareil, la TVA, c'est peut-être aussi un outil qui peut aider à mettre en avant... on parle de décarbonation, donc... ça va être aussi beaucoup sur les matériaux. Il y a une pétition là en ce moment qui appelle à un taux de TVA réduit à 10 voire à 5% sur tous les matériaux, tous les écomatériaux, qui sont les matériaux biosourcés, les matériaux géosourcés comme la pierre ou la terre crue, vous en avez parlé, et aussi les matériaux réemployés, qui ne sont pas les matériaux recyclés.
parce que là encore, sur la question du réemploi et du recyclage, en fait, les matériaux réemployés, c'est des matériaux qui n'ont pas besoin de retransformation derrière. Donc, par rapport à un bilan carbone, c'est bien plus intéressant que des matériaux qui sont recyclés, qui, eux, repassent par une boucle industrielle. Donc, là encore, on parle de qualité des aides. Aujourd'hui, il n'y a aucune éco-conditionnalité sur les aides. Et sur la qualité, notamment des matériaux qui sont mis en œuvre. Donc là aussi, nous, on a un petit sujet sur cette question-là, et on a un petit sujet aussi sur l'accélération des filières, parce qu'il y a tout un tas de matériaux qui sont très intéressants pour le bâtiment et pour la planète, notamment, je pense à tous les biosourcés, qui peinent à démarrer, notamment parce que les filières... Je m'inscris en faux là-dessus, parce que quand même, attendez, les biosourcés, il faut faire l'analyse du cycle de vie complète, ce qu'on ne fait pas. Je n'ai pas vu une seule analyse de cycle de vie. Alors, moi, je pense surtout le bois en fin de vie, s'il pourrit sur place, il relargue le CO2. C'est très bien, on a de la fibre de bois. On est d'accord, mais l'analyse de vie complète, on ne la fait pas. Alors, moi, faisons attention à ça. Parce par rapport à ça, il faut être pragmatique aussi sur cette question-là. Je pense que le moment où on doit stocker le carbone, c'est maintenant. C'est pas dans 100 ans, quand le bois sera sorti d'œuvre. Ne coupons pas le bois à ce moment-là, parce que si on coupe les forêts, on ne stocke pas le carbone. On peut les mettre dans les murs aussi, plutôt que de dépeupler, plutôt que désabler les plages avec du béton, on peut aussi utiliser du bois. Faisons attention, parce qu'il y a des produits qui existent, qui sont très bons. Encore une fois, on n'est pas dans la pétrochimie. Le verre, c'est du minéral. Il n'y a pas de la pétrochimie. Quand vous faites de la laine de verre 55% recyclée avec du liant qui a du sucre, c'est tout à fait bon, et c'est les meilleurs scores d'empreinte carbone. Donc faisons attention, parce qu'on n'a pas de forêt en France. Donc on a lancé des biosourcés, on n'a pas de forêt compétitive. La forêt, elle est détenue à 20%. Non, pas de forêt. Le problème, il n'est pas de ne pas avoir de forêt. Le problème, il faut relancer une filière. La forêt est complètement démembrée. Non, on n'a pas de filière. On n'a pas de filière, mais on a du feuillu. On a de la forêt, on n'en a jamais eu autant. Mais on n'a pas de filière bois. Ça fait 200 ans. Construisons-la. Et la question, c'est d'avoir. Mais le biosourcé, pour l'instant, il vient de Pologne ou autrefois il venait de Russie. Non, il vient aussi du local. Alors, moi, je peux vous parler d'autres matériaux isolants. Je peux vous parler de la paille et du chanvre qui sont qui poussent dans les champs français, avec énormément de consommation d'eau. Qui sont des coproduits agricoles. Excusez-moi, mais on va continuer le débat parce que le biosourcé, mais je voudrais, on arrive quand même presque vers la fin de cette discussion passionnante et passionnée, et je n'ai pas encore donné la parole à la salle. Si certains veulent poser une question, c'est maintenant. Monsieur, alors est-ce qu'il y a un micro? Voilà, le micro arrive. On va prendre 2-3 questions s'il y en a, et puis après on relancera le débat. Évidemment, le biosourcé, c'est un grand Bonjour, sujet. merci Allez. pour la qualité des échanges. Concrètement, vous avez parlé des immeubles avec des façades, Haussmann ou autres, qu'est-ce qu'on peut faire à part une isolation par l'intérieur, thermique, je veux dire, comment ça se passe? Alors, les haussmanniens, attendez, on va prendre une autre question. Voilà. Est-ce qu'il y aura d'autres questions? Levez la main ceux qui veulent poser une question, et puis après on les passera en revue. Allez-y. Oui, pour compléter votre débat, je pense qu'il y a un point que vous oubliez dans le débat, en tout cas pour les privés, les propriétaires privés, c'est qu'un logement, pour le rénover, il faut le vider de ses locataires. Et moi, j'ai des appartements à louer dans des immeubles haussmanniens. On peut les rénover, mais quand le locataire s'en va. Si on le fait quand le locataire est là, il faut reloger le locataire. À Paris, les loyers sont bloqués. Rénover par l'intérieur, ça diminue les surfaces, ça diminue le loyer. On a des charges de financement qui sont de taxes fiscales qui sont énormes. Et puis demander des aides, c'est impossible, parce que si on veut garder les aides, il faut 2 mois, alors que le gars qui s'en va, on sait qu'il s'en va qu'un mois avant, on n'a pas le temps de demander des aides si on veut prendre. Donc tout ça, c'est une contrainte énorme que vous oubliez dans... Tout à fait. Encore un dernier point? Non? Alors un dernier, mais très rapidement, parce qu'on arrive vers la fin, il faut qu'on réponde à ces questions. J'abonde tout à fait dans le même sens que Madame le ministre, en ce qui concerne
les problèmes qui se posent dans certains immeubles où les gens sont entassés dans des conditions épouvantables. D'ailleurs, je m'occupais d'immobilier dans le temps, maintenant je m'occupe d'accidents des médicaments, donc ça n'a pas grand-chose à voir. Et pourtant, une des locataires me disait « On est entassés dans cet appartement, monsieur, comment voulez-vous que je vive autrement qu'en prenant du Xanax ?» Alors après, on s'étonne de la violence dans notre pays. Oui. Voilà, c'est tout. Et voilà. Alors, je voulais très rapidement, comment on fait avec de l'haussmannien ? Voilà, Valérie, comment on fait avec de l'haussmannien ? On le fait tous les jours. Déjà, on fait tous les jours des travaux en site occupé. Hein, donc, on peut changer des fenêtres en site occupé. On peut faire de l'isolation en site occupé. Après, sur de l'haussmannien, en fait, déjà, si vous intervenez en toiture, c'est assez facile d'intervenir en toiture et d'obtenir un permis de construire avec les architectes des bâtiments de France, parce que maintenant, il y a des techniques d'intervention, d'isolation des toitures par l'extérieur qui sont extrêmement performantes. Vous changez les fenêtres, vous isolez les façades des petites cours de ventilation intérieure qui, elles, n'ont pas forcément d'enjeu patrimonial. Vous avez fait déjà beaucoup. En tout cas, vous sortez du F et du G. Et c'est là où moi je disais peut-être que tous les patrimoines n'atteindront pas l'étiquette A ou B. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que si on se projette à 50 ans, et qu'on parle d'un parc construit en pierre, à 50 ans, je pense que la problématique ne sera pas forcément des problématiques de confort d'hiver, mais plutôt des problématiques de confort d'été. Et donc, il y a aussi d'autres choses qui sont à faire sur le parc haussmannien, qui est de bien s'assurer que toutes les pièces de vie ont des protections solaires, particulièrement celles qui sont exposées au sud et à l'ouest, et donc rajouter soit des stores, soit des persiennes, justement pour pouvoir se protéger du soleil, abandonner l'idée d'être en A ou B, et d'accepter qu'on sera en D, mais qu'on sera dans quelque chose qui est louable. De façon très concrète, la mairie du 17e, qui a rénové d'ailleurs la mairie, avait fait un petit crowbar sur son magazine mensuel, il se trouve que j'habite dans ce quartier-là, qui était très explicite sur tout ce que vous disiez, voire éventuellement un peu de ventilation, un peu de végétalisation. Et effectivement, si vous avez un pignon qui n'est pas mur haussmannien, vous pouvez l'isoler par l'extérieur. Mais la mairie du 17e, ça devait être en novembre-décembre, dans son magazine mensuel, avait fait une description parfaite de comment bien rénover un immeuble haussmannien. Moi, j'ai un petit point aussi à rajouter là-dessus, très rapidement, parce que si vous voulez, ce qui est extrêmement pénalisant aujourd'hui pour des propriétaires qui auraient éventuellement les moyens de réaliser des travaux dans un appartement d'un immeuble en copropriété, en fait, la question aussi de l'évolution thermique de l'ensemble, elle se pose à la question de l'échelle du bâtiment. Refaire la toiture, ça concerne tout le bâtiment. Il y a aussi des problèmes de sas thermique entre la rue et la cage d'escalier. Donc, rajouter une ou deux portes dans le hall pour avoir un sas thermique, ça concerne tout le bâtiment. Donc, il y a des travaux qui sont bénéfiques à l'ensemble qui permettent à l'ensemble des logements de changer de classe énergétique, mais qui concernent l'ensemble de la copropriété. Donc, là aussi, il y a des mécanismes, si vous voulez. Le bâtiment, c'est pas un appartement. Le bâtiment, c'est un objet intègre qui demande à être travaillé dans son intégralité. Alors, Emmanuel Coste, la question de vider, effectivement, vider les locataires, enfin en vider, en tout cas, trouver une solution pour rénover quand il faut avoir la disposition de l'appartement. La réalité, dans le logement social, on fait que de la réhabilitation en milieu occupé, donc c'est notre quotidien, et en effet, on déménage nos locataires. Parfois 3 jours, parfois plusieurs mois. Ah oui. Oui. Vous savez, le logement social, il n'est pas vide. Hein. Donc, il faut le rénover en site occupé et s'assurer que les gens puissent revenir là où ils vivent. Mais après, quand vous avez des endroits où vous pouvez les loger pendant le temps. On essaie, on trouve, on fait des opérations tiroirs, ce qui explique parfois aussi la lenteur de certaines opérations. Puis, il y a beaucoup d'endroits, et ça d'ailleurs, ça pose la question de la qualité des professionnels qui interviennent dans le logement, c'est qu'on intervient en site occupé. Où parfois, en fait, on vide des pièces et on aide, on va faire pièce par pièce. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit certain de la qualité professionnelle des intervenants qui viennent chez nous, parce qu'on ne rentre pas, en effet, dans le domicile de quelqu'un comme ça. C'est en effet une des difficultés. C'est vrai aussi que quand une copro décide d'y aller massivement et collectivement, et moi, je l'ai déjà vu, ça permet, y compris que des propriétaires bailleurs, d'y arriver, parce qu'y compris le locataire, il voit l'intérêt. Je pense qu'une des difficultés aujourd'hui, c'est qu'on a... y compris, on n'arrive pas encore à en faire cohésion, par exemple, sur l'intérêt d'ensemble de propriétaires
dans des bâtiments collectifs où chacun regarde sa dépense personnelle et ne voit pas. Et c'est un des enjeux, et c'est ce que dit aussi Valérie, c'est qu'en plus, le système juridique de la copro ne permet pas de le faire. Après, ce qui est vrai quand même, c'est que à l'occasion de ces réhabilitations, à chaque fois qu'on rentre chez les gens, on découvre pas, mais on voit aussi parfois des situations où les gens vivent mal parce qu'ils ont peu de moyens, parce qu'ils ont des coûts d'énergie importants. Et puis, il faut le dire, c'était très important, la question du confort d'été. Nous, dans le logement social, on a tout le patrimoine qui est d'avant de la Seconde Guerre mondiale, et puis on a celui qui a été fait dans les années 50 à 70. On va dire années 50, ça va. À partir des années 60-70, notamment, on a du patrimoine qui n'a jamais été conçu pour protéger. Le confort d'été, il n'est pas là. Et en plus, ça a été fait juste avant la crise énergétique. Donc, on a Non, mais là, on a vraiment des difficultés très fortes. Et aujourd'hui, c'est bien la question. Et la solution ne sera pas mettre de la ventilation électrique pour augmenter les charges. Donc, je le dis bien parce que c'est un des enjeux essentiels. Nous, on a plein de locataires qui nous disent « je veux la clim chez moi ». Non, ce qu'il faut, c'est qu'on vous isole et qu'on remette de la ventilation mécanique et en fait naturelle qui permette en fait de vivre bien. C'est un enjeu énorme parce que, y compris si une partie du parc va vers la climatisation, tous nos efforts collectifs pour baisser la consommation énergétique et aussi les émissions carbone, on est foutu. Je dis ça parce que d'autres pays ont fait ce tournant-là et on voit quelle est leur émission carbone aujourd'hui. D'accord. Donc la climatisation sera bannie de ce débat et des nouveaux logements. Écoutez, il est maintenant temps de nous séparer. Merci beaucoup pour ce débat riche, passionnant, passionné, et bon vent pour la rénovation énergétique. Merci.